cette sollicitation-là que j'ai reçue et qui m'honore fait se relier Brest et Biarritz, le Pays basque et la Bretagne, deux régions dont nous savons les liens historiques qui les unissent, dont les coordonnées du point de convergence se situent à l'endroit même où la question identitaire se pose, et elle s'exprime en ce qui concerne le Pays basque comme la Bretagne à travers la langue. Et le lien avec l'objet de notre préoccupation d'aujourd'hui, l'adolescence et la famille, s'impose au sens où la question de l'identité se pose avec une fulgurance inédite. Être existé en tant que personne ne peut se faire qu'en référence à une appartenance culturelle. Être breton, être basque, être français, c'est-à-dire de toute façon citoyen, habitant d'un monde commun, à une place dont les coordonnées auront été transmises par la génération d'avant, en l'occurrence le plus souvent les parents. Pas seulement. Mais exactement dans le sens où l'entendait Hannah Arendt, pour que la génération d'après invente un nouveau monde, éventuellement le répare, celui qu'on leur laisse, encore faut-il que l'ancien monde leur ait été transmis, pour autant que nous assumions de transmettre le monde d'avant. Sauf, prévenait-elle, à désarrimer le nouveau venu au social, c'est son expression, à désarrimer le nouveau venu au social, d'un lien pourtant nécessaire pour exister en tant que sujet. C'est aussi pourquoi le psychanalyste que je suis est également un anthropologue, un diplômé en l'occurrence, mais qu'importe, au sens où mon interrogation fondamentale depuis belle lurette, peut-être depuis que je suis né, les conditions de possibilité du sujet, ne peut pas ne pas prendre en compte la dimension sociale, originellement familiale, de toute inscription subjective. On n'est pas sujet hors sol. C'est peut-être à cet endroit-là du malaise dans la transmission filiale, forme actuelle du malaise dans la civilisation que Freud analysa en son temps, que nous pouvons prendre acte de ce que la difficulté d'être adolescent va prendre des formes singulières en fonction des époques. Un des symptômes s'observe à 2 pas d'ici, et je vois par la porte qui s'en trouve l'illustration de ce que je vais dire. Surfer sur la vague témoigne on ne peut mieux d'un certain rapport actuel à la vie que Joël de René, un des 4 tontons surfeurs qui introduisirent le surf en 1958, à la belle année, analyse si bien dans son livre intitulé « Surfer la vie, comment survivre dans la société fluide ». En ce sens, la difficulté d'être adolescent tient autant aux effets d'une mutation culturelle dont les liens familiaux sont le véhicule qu'aux aménagements, réaménagements subjectifs, intrapsychiques, de cette, pour reprendre la belle expression de Victor Hugo, délicate transition, qui, quant à elle, a un caractère universel. Personne n'y échappe à cette transition. Alors, poser les choses en termes, comme je le propose, mais comme ça m'a été demandé, à de l'adolescence, une crise parentale, il y a là un paradoxe à poser les choses de manière non conventionnelle, peut-être. La crise dite adolescente a, me semble-t-il, son équivalent du côté des parents. C'est une hypothèse heuristique que j'ai formulée à la faveur d'une clinique singulière, pas celle des MDA, encore que je connaisse assez bien, je crois, ce qui se pratique dans les MDA, enfin pour avoir fréquenté, sinon assidûment, en tout cas aimablement et rigoureusement celle de Brest ou de Quimper ou de Vannes ou de Saint-Brieuc ou de, j'en oublie, Nantes, bien sûr. Bon, clinique des MDA centrée sur l'adolescent, même si, pour paraphraser Winnicott, un adolescent seul, ça n'existe pas. Enfin, il disait comme ça, si vous voyez un landau avec un bébé, il y a sûrement des parents quelque part à côté. Vraisemblablement, si on voit un ado quelque part, eh bien, il y a sûrement des parents aussi à côté. Encore que le rapport que l'adolescent entretient avec ses parents, pour nécessaire qu'il soit, est singulier et nécessairement en rupture par rapport à au rapport que l'enfant entretient avec ses parents. Alors, ma pratique clinique, elle est celle que j'ai déployée dans une institution dite d'aide à la parentalité, mais dans laquelle il est également question d'écouter les adolescents, parentèle, passage, enfin, si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez sur le site de l'association Parentèle. Alors, c'est Parentèle T-E-L, pas T-E-S, c'est pas la parentèle. Il se trouve qu'on a découvert un peu plus tard que Parentèle était l'anagramme de paternel, il n'y a pas de hasard. Mais également clinique singulière d'une pratique libérale en tant que psychanalyste, à partir de laquelle j'accueille non pas tant la difficulté d'être parent ou la difficulté d'être adolescent, mais la difficulté d'être.
Alors, qu'est-ce qui se fait entendre dans cette clinique-là d'aide à la parentalité ou clinique du sujet, disons ça comme ça? Eh bien, une plainte et une parole singulière, celle des parents à ce temps particulier de leur vie, qui est celui dont nous avons dit il y a quelques années qu'il est le temps où ils n'ont plus d'enfants, où l'enfant disparaît. Et puis d'autre part, celle d'adolescents dont les troubles plus ou moins graves viennent témoigner symptomatiquement d'une difficulté d'être qui n'est jamais sans rapport avec l'enfant qu'ils ont été pour leurs parents. C'est une banalité de le dire, il faut le rappeler, quelque chose de l'enfance, sinon de l'enfant, disparaît avec l'adolescent, ou plus précisément avec la puberté. Et cette disparition-là, donc les effets de la puberté sont multiples, nécessitent de multiples réaménagements psychiques, relationnels, etc., etc. Ça permet la fin de l'enfance et ça permet l'entrée dans l'âge adulte. Mais les conditions de possibilité de ce passage d'un âge à un autre ne sont pas tout à fait indifférents à l'époque. On est toujours l'enfant ou l'adolescent d'une culture. Et ce qui permet d'affirmer, d'énoncer cette assertion que j'ai proposée, ça vaut ce que ça vaut, l'adolescence est le traitement social de l'événement pubertaire chez un sujet. L'adolescence, c'est le traitement social de l'événement pubertaire chez un sujet. Alors nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte l'effet d'une époque sur l'expérience vécue de l'adolescent, la durée de l'adolescence, on en parlait tout à l'heure, qui a fait un peu d'ethnologie, c'est que la crise, donc l'adolescence, peut ne durer que 3 jours. Ça fait rêver certains parents à juste titre. Jour 1, comme disait Louane, l'enfance. Jour 2, le traitement social d'un changement, somatique, subjectif, généalogique. Ça se passe dans une cabane au fond des bois où je ne sais pas trop où il se passe des choses bizarres, mais ça dure 1 jour. Et le 3e jour, on est adulte. Le fait est que le report de l'échéance de l'entrée dans l'âge adulte corrélé au déficit de sanction des âges de la vie, par défaut de ritualisation du passage, fait s'éterniser aujourd'hui l'adolescence. Si dire adieu à l'enfance est une épreuve pour le prétendant à l'âge adulte, ça l'est de 3 manières, corrélées entre elles. Ne plus être un enfant, et si un enfant, c'est toujours être l'enfant de ses parents, il s'agit de ne plus être un enfant pour ses parents, et supporter le dommage infligé à ses parents en n'étant plus là où il l'attendait. L'épreuve est de ce fait impliquante pour les parents, dans le sens où ne plus avoir d'enfant, ne plus avoir cet enfant-là qui, au moment où il devient pubère, il s'engage dans l'adolescence, eh bien, est une épreuve. Alors ma conférence, je vous préviens tout de suite, j'utiliserai les 3/4 d'heure qui m'ont été accordés, nous irons donc jusqu'à 1 heure. Donc, une communication en 3 points. Assis, debout, c'est toujours aussi inconfortable. Qu'est-ce qu'un enfant, finalement? Revenons encore une fois à cette question-là. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il de faire le deuil, finalement? De quoi les parents font-ils l'expérience lorsqu'il s'agit de perdre l'enfant qu'ils avaient? Ce sera le 2e point. Et en quoi l'époque y est pour quelque chose dans la difficulté d'être adolescent et d'être parent d'adolescent? Ça sera le 3e point. Statut anthropologique de l'enfant. Alors, et voilà, il faudrait 3 mains. Et de bouche. L'enfant, c'est bien ce à partir de quoi l'adolescent advient. Et il n'est pas vain de s'intéresser aux enfants, ou à l'enfance plus particulièrement, quand on s'intéresse aux adolescents. Il y a une prétention à l'adolescence, il y a une prétention à l'indépendance, un mouvement d'émancipation, étymologiquement ex-mancipere, se soustraire de la mainmise sur, enfin vous voyez l'image, mouvement d'émancipation du nouveau venu au social,
Sur fond de quoi? Sur fond de dépendance. Il faut bien qu'il y ait cette dépendance pour que cette prétention à l'indépendance naisse. La dépendance est inaugurale de l'existence, elle n'est pas secondaire, elle n'est pas un aléa, ou par exemple quand on devient un vieux dément et qu'on est dépendant. Non, non, toute forme de dépendance qui survient tout au long de la vie, y compris vers la fin, est toujours une seconde dépendance, parce que la dépendance est première. Elle est inaugurale de l'existence humaine. L'immaturité du petit homme rend nécessaire ce que j'appelle, de manière un peu rapide, mais parce que je suis pressé, une emprise première. Être pris dans le désir, mais pas seulement, ce n'est pas une question d'amour seulement, bien sûr, c'est aussi une question de culture, être pris dans le désir et dans l'histoire de ceux qui l'adoptent, qui le saisissent comme le leur, qui mettent d'eux en lui, qui lui veulent quelque chose. Le plus souvent, les parents, mais encore une fois, pas seulement les parents. Dans ce sens-là, tout enfant s'adopte. L'enfant est de statut investi. Mais comme on investit une place, l'investissement au sens économique du terme freudien classique, mais comme on investit une place, un espace, un lieu, en l'occurrence, s'agissant de l'enfant, un espace psychique et physique. Et au titre d'être investi, l'enfant est aussi d'une certaine manière colonisé par l'histoire, par le désir et par l'histoire de ceux qui l'adoptent. L'enfant est désiré, il est porté, il est parlé, il est pris comme objet de désir, d'autant plus accessible, d'autant plus facilement accessible qu'il n'objecte pas. Les enfants n'objectent pas de la manière dont ils sont traités. Est-ce un consentement? Sûrement pas. C'est une soumission. C'est d'ailleurs ce qui confère à l'adulte qui adopte l'enfant cette fameuse responsabilité en tant que parent. Ça change un peu la donne. Et l'on sait néanmoins depuis Freud que l'amour des parents pour leur enfant est tout sauf altruiste. Il est, disait Freud, narcissique. C'est-à-dire que l'enfant est attendu à une certaine place. On attend de lui qu'il joue un certain rôle. Il a une certaine fonction dans l'économie familiale, dans l'économie conjugale, dans l'économie du père, de la mère, etc., etc. L'amour des parents, quand on parle de ça, au sens psychanalytique du terme, il faut entendre que l'enfant est un prolongement narcissique, un objet de complétude imaginaire. Ça ne dure pas, ça ne doit pas durer, mais en même temps c'est nécessaire. Il y a un mode singulier et propre à chaque parent, dans une dimension fantasmatique bien sûr, donc pour une large part inconsciente, mais un mode singulier d'investissement qu'on peut identifier assez facilement, la réparation, le dédommagement des peines subies, la consolation, l'enfant est éventuellement un bouc émissaire, etc., etc. Mais il est toujours d'une certaine manière investi et il se laisse faire. Regardez un bébé, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Non, non, je ne veux pas être aimé comme ça. Non, mais il ne dit pas. Il est aimé comme on l'aime, idéalement épargné des affres auxquelles les parents ont dû consentir. Disait Freud. En ce sens, l'enfant est un missionnaire. Il doit réaliser le vœu parental dont il ignore tout et peut-être que dont le parent ignore tout également. Ça se fait tout ça à l'insu de la conscience. Il y a une dimension fantasmatique dans ce que Marie-Cécile Ortig, dans un petit livre que je vous conseille, comment se dessine une psychothérapie d'enfant, appelle la donne familiale ou la donne parentale. C'est ce dont l'enfant est l'adresse, le destinataire, le récipiendaire, nécessairement soumis et consentant. Parce que être aimé, si vous voulez, qu'est-ce qu'on désire sinon le désir de l'autre? Eh bien, ça commence dès l'enfance. Nécessairement soumis et consentant à un fantasme qui le nourrit et qui fait de lui un héritier, aliéné au désir et à l'histoire de l'autre parental. Et Françoise Dolto dira fort justement, quand elle reprend, vous savez, ce précepte biblique, d'ailleurs il s'agit des pères et non des mères, hein, les pères ont mangé les raisins verts et les enfants en eurent les dents gâtées, elle dit il n'y a pas faute, ce n'est pas une question de faute, c'est une question de fait. La transmission, ça commence comme ça, par imprégnation. Aussi, le trouble de l'enfant dit quelque chose de la donne parentale. C'est comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'est la vérité des parents qui sort de la bouche des... C'est pour ça qu'on fait taire les enfants, me semble-t-il, vraisemblablement. En tout cas, ça dessine, en ce qui nous concerne, ce qui m'a concerné à Parentel, une orientation possible de ce qu'il est convenu d'appeler l'aide à la parentalité. Cette aide à la parentalité-là, qui est une aide à une forme de prise de conscience du côté des parents de ce dont l'enfant est l'enjeu dans leur engagement parental. Donc si l'enfant a besoin d'être investi, l'adolescent a tout autant besoin de se défaire de cet investissement. Il s'agira pour lui de se défaire de cette emprise qui a colonisé son corps et son esprit. La dépendance est nécessairement et salutairement. La dépendance est nécessaire, mais elle est
salutairement nécessaire, mais elle est salutairement nécessaire temporairement. Il faut que l'enfant soit investi et il faut que l'enfant puisse se libérer de cet investissement. Il s'agit pour l'enfant de s'extraire d'une place, de se défaire d'un rôle, de s'émanciper d'une emprise, d'échapper à une mission. Sartre, je ne suis pas sartrien, mais cette expression m'a parlé et me semble opératoire. Il dit, c'est dans Saint-Jean Genet, comédien martyr, vous savez, ce moment où Genet raconte, Sartre raconte dans la biographie de Genet, que Genet est surpris, la main dans le sac, si j'ose dire, enfin un petit enfant, la main dans le pot de confiture chez sa grand-mère, et la grand-mère lui dit « Tu es un voleur ». Eh bien voilà, l'important, dit Sartre, n'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on dit de nous, l'important c'est que ce que nous faisons ou ce que nous disons de ce qu'on a fait de nous. La puberté sonne le glas de cette dépendance et l'engagement dans un processus d'émergence à une nouvelle dimension de soi. Il s'agit de dire adieu à l'enfance, disais-je tout à l'heure, donc de n'être plus celui ou celle que l'on a été pour ses parents. L'épreuve adolescente est protéiforme. Elle n'est pas sans effet sur les liens dans lesquels l'enfant qu'il ou elle était avait trouvé une sécurité nécessaire à une subjectivité en devenir qui était jusqu'alors étayée sur l'autre ou par l'autre parental. Il s'agit d'un deuil dans le sens de douleur de la perte de quelque chose, au sens de Gide, si le gras ne meurt, il faut bien mourir à quelque chose pour naître à autre chose. Eh bien, deuil d'un corps qui, désormais d'être érotisé, trouble le rapport au monde et à l'autre, aux parents en premier lieu. Deuil des coordonnées existentielles personnelles dont les parents étaient les garants et que l'adolescent va devoir reformuler, élaborer à sa manière, mais aussi conséquemment deuil d'une place, d'une position dans le rapport à l'autre parental. L'autre parental, j'y reviendrai tout à l'heure. Le bénéfice, oui, le bénéfice est immense. Il s'agit d'émerger à une histoire écrite en son nom propre, plutôt que d'être inscrit dans l'histoire de l'autre. Il s'agit d'entrer dans un rapport à l'autre en son nom propre, plutôt que d'être porté par l'autre. Mutation subjective nécessaire, douloureuse et salvatrice. L'adolescent risque sa peau pour la sauver. Il doit tuer l'enfant qu'il était pour naître. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce petit passage un peu long de Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile ou de l'éducation, page 526 des œuvres complètes. Je cite « L'homme en général n'est pas fait pour rester toujours dans l'enfance, il en sort au temps prescrit par la nature, et ce moment de crise, bien qu'assez court, a de longues influences. Comme le mugissement de la mer précède de loin la tempête, cette orageuse révolution s'annonce par le murmure des passions naissantes, une fermentation sourde averti de l'approche du danger. Ulysse, ô sage Ulysse, prends garde à toi. Les outres que tu fermais avec tant de soin sont ouvertes, les vents sont déjà déchaînés, ne quitte plus un moment le gouvernail où tout est perdu. C'est ici la seconde naissance dont j'ai parlé. C'est ici que l'homme naît véritablement à la vie et que rien d'humain n'est étranger à lui. Ça dit quelque chose de ce que sont les enfants. Et Victor Hugo, puisqu'on est dans la littérature, dira « Elle avait cette grâce fugitive de l'allure qui marque la plus délicate des transitions, l'adolescence, les deux crépuscules mêlés, le commencement d'une femme dans la fin d'un enfant. » C'est dans Les Travailleurs de la mer. J'essaie d'avoir des citations un peu contextuelles. Dès lors, le questionnement adolescent, en tant que ce questionnement est le prix à payer pour entrer dans l'âge adulte, se déploie dans une triple dimension. Important ce que je vais vous dire là, l'essentiel d'ailleurs, je crois. Celle de dimension de l'identité. Qui suis-je ? Comment être soi-même ? Alors même que l'on pressent qu'il n'y a pas de réponse définitive à la question « Qui suis-je » ? Celle de l'amour. Comment faire avec l'autre sexe, avec le sexe de l'autre ? Alors même que les rêves de réunion aristophanienne s'avèrent, malgré les passions amoureuses et désormais sexuelles, vécues ou rêvées, s'avèrent illusoires. Troisième dimension de l'épreuve, celle de la mort. Quel sens donner à une existence que l'on découvre insensée, c'est-à-dire absurde au sens de Camus, parce que vouée à la mort. Le sens, la consistance et l'endurance d'une épreuve propre va donc devoir se construire peu à peu par élaboration, perlaboration, pourrait-on dire, de l'épreuve. Non sans angoisse, on les connaît, nous les accueillons. Troubles identitaires, vacillement des assises subjectives, rumination tourmentée des obsessionnels, plaintes somatiques des hystériques, vécu dissociatif des candidats à la psychose.
les excès des angoissés en recherche de limites et les tentations perverses des amateurs de jeu avec la limite. Voire les tentatives de recours dans le passage d'une dépendance impossible à quitter à l'autre. Et écrivez là l'autre avec un grand A, ce qui vous donne une idée de là d'où je parle. Tentative de recours dans le passage d'une dépendance impossible à quitter à l'autre avec un grand A, pourvu que ça ne soit plus dépendance aux parents. Alors dépendance à quoi ? Eh bien, dépendance aux toxiques, dépendance aux convictions délirantes ou aux discours extrêmes qui osent apporter au questionnement anxieux « qui suis-je ?» une réponse radicale mais très ambiguë « voilà qui tu es ». Ce qui fait de l'adolescent vulnérable, pléonasme, un candidat potentiel à la manipulation par l'autre pervers, et il n'en manque pas, qu'ils aient une soutane ou pas. Je m'étais promis de ne pas le dire, mais je le dis. Si la condition du sujet enfant, c'est la sécurité, de la dépendance, dit-on, d'une certaine manière, oui quand même, la condition du sujet adulte, c'est l'intranquillité de l'émancipation et d'une émancipation qui n'est jamais tout à fait réalisée. Quand il est extrait de la gangue parentale, familiale et culturelle, salutairement, mais qui lui tenait lieu jusqu'alors de contenant et de colonne vertébrale, l'adolescent, quand il est blessé, est comme un électron libre, un fil électrique dénudé, une bouteille à la mer, un sujet incertain de lui-même et du monde dans lequel il a été placé. Ne sachant plus à quel sein se vouer, puisque ce n'est plus celui de sa mère, il erre. Au regard de quoi la relation d'emprise s'offre comme une occasion alternative de s'en remettre à l'autre quant à lui fournir des coordonnées suffisamment sécurisantes d'une existence en errance. La vulnérabilité se situe, à mon avis, là. La blessure narcissique se cicatrise alors d'une manière inadaptée éventuellement, dans une servitude qui semble volontaire, à laquelle nous sommes tous un chacun finalement disposés. C'est ce que nous savons de longue date depuis ce petit texte-là formidable que je vous conseille de lire si ce n'est déjà fait, de la Boétie. Étienne de la Boétie, Discours sur la servitude volontaire, il l'a écrit, il avait 18 ans. Le soulagement est patent mais illusoire. Pourquoi ? Parce que se soutenir de soi-même est la chose la plus difficile à supporter et à faire au monde, car le travail psychique que cela suppose n'a pas de fin et ne peut pas se faire seul. L'adolescent est toujours un adolescent en quête de sens. C'est pour ça, l'offre terroriste, on y a été d'une manière ou d'une autre confronté, on y a consacré aussi un petit peu d'énergie, je veux dire, à essayer de prévenir ça. C'est vrai que c'est une aubaine, la tentation est grande de s'en remettre pour certains adolescents à cette offre-là. Elle constitue une solution aberrante, mais une solution quand même pour les chercheurs de sens, donc de croyances que sont les adolescents. Mais si elle a fait grand bruit, elle est l'arme, me semble-t-il, qui cache la forêt des séductions multiples qui surfent sur le malaise adolescent pour en tirer profit, y compris au prix, comme l'offre marchande s'y emploie, de les endormir au sens figuré sur les écrans ou au sens propre par les benzodiazépines. Vous savez qu'on est quand même les premiers, les plus forts en matière de prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, particulièrement chez les adolescents. Heureusement, rien n'est figé ni prédestiné à l'adolescence, et la crise apporte son lot de possibles que l'intervention, lorsqu'elle est appropriée, va venir révéler. Mais si l'épreuve est le plus souvent traversée avec un certain succès, ce n'est jamais sans un puissant sentiment de culpabilité. Si, comme disait Françoise Dolto, qui m'inspire beaucoup, enfin chacun son panthéon, le travail de l'adolescence est de plaquer ses parents, si possible pas au sens propre, qui est la version édulcorée et familière du meurtre nécessaire du père et de la mère, c'est-à-dire du parent, eh bien, plaquer ses parents, cela ne se fait jamais sans crainte. Double crainte antagoniste en quelque sorte, donc tiraillement, conflit intérieur, la crainte d'échouer, c'est-à-dire de rester aux prises avec cette dépendance infantile, donc dépendance à l'infantile, de la jouissance dont il ou elle a été l'objet ou s'est fait l'objet. Crainte d'échouer, mais crainte tout autant d'y parvenir. Pourquoi ? Parce que parvenir à cette indépendance ne se va jamais, chez les adolescents, me semble-t-il, sans conscience du dommage infligé aux parents, d'être démis d'une place,
de s'être démis d'une place, d'un rôle, d'une mission qu'il occupait, qu'il endossait et dont il était chargé et qui laisse les parents esselés. Comme disait le sage, je ne sais plus lequel, pourquoi se charger de la barque une fois traversé la rivière? On laisse les parents en plan. Mais que vont-ils devenir si je, se dit l'adolescent ou l'adolescente, si je ne suis plus là pour eux? Aussi faut-il un certain courage pour affronter cette conscience du dommage infligé à ses parents. Car le changement de place implique de fait les parents, en ce sens qu'il s'agit de ne plus être là où l'enfant était attendu, de n'avoir plus l'enfant qu'on a eu. C'est laisser une place vacante que l'enfant occupait dans le désir et dans l'histoire de ses parents. C'est confronter les parents à une absence, un vide, un trou, dans un vécu qui jusqu'alors se nourrissait d'un certain rapport à l'enfant. C'est dévoiler, voire révéler en s'y dérobant la mission ou la fonction qu'il occupait jusqu'alors. C'est à cet endroit-là que le vécu parental, le vécu des parents, la position des parents est sollicité. Deuxième point. Qu'est-ce qu'être parent quand on n'a plus d'enfants? Le dessin de la traversée de l'épreuve n'est pas sans rapport avec l'aptitude des parents d'en faire l'expérience pour leur propre compte. Comment vont-ils négocier l'épreuve de perdre l'enfant qui leur donna la possibilité d'être parents? Car comment être encore parent lorsque l'enfant disparaît? Il s'agit pour eux de faire le deuil aussi, deuil donc en miroir de celui que l'adolescent a à faire, deuil de l'objet d'amour que l'enfant était pour eux. Je rappelle, objet d'amour, une place, un rôle, la fonction de l'enfant que l'enfant est venu prendre dans leur économie psychique, individuelle, conjugale et familiale. Les voilà dépossédés, dessaisis, désappropriés de ce petit être-là, où on voit de l'être, parce que ça prend un petit peu du temps, ça ne va pas de soi, ça ne se fait pas sans résistance, justement. La défection de l'enfant vient révéler les modalités de l'investissement parental dont il fut l'objet. Il renvoie, par son absence, les parents à leur manque à être, à leur incomplétude de structure, à leur condition subjective d'être homme ou femme, c'est-à-dire manquant. Il révèle l'adolescent et dénude l'homme qui s'était un temps paré des attributs du père, la femme à qui l'enfant offrait le soutien, la raison d'être ou de se plaindre qu'être mère lui apportait. L'adolescent est en cela subversif. C'est d'ailleurs aussi pourquoi on veut le faire taire. Il destitue le maître, il dévoile la vanité de l'existence, il dénonce l'instrumentalisation dont tout enfant, au nom de l'amour parental, est l'objet, en privant ses parents d'un plus de jouir que son immaturité leur offrait. Car dépouillés des attributs phalliques que leur conférait la parentalité, de quoi les parents font-ils l'expérience? Eh bien, d'une mutation qui a aussi, d'une mutation subjective, qui prend aussi trois dimensions. La dimension de l'identité, qu'est-ce qu'être homme, qu'être femme, quand on n'est plus ou un peu moins papa, maman, alors même que le manque à être que révèle l'absence de l'enfant empêche de répondre définitivement à la question, étant entendu qu'on y avait répondu avant par la parentalité. La dimension de l'amour, comment faire avec l'autre, dans le couple par exemple, lorsque la raison du conjugal n'est plus indexée au parental. La question de la mort, dans quel sens donner à une existence vouée à la mort et dont l'échéance se rapproche tranquillement, alors que les rêves d'éternité, par procuration, s'envolent avec l'enfant qui en fut le support. Si vous m'avez suivi, vous notez la correspondance d'expérience entre les parents pour une seconde fois, l'identité, l'amour, la mort. Ce qui fait retour chez les parents, c'est leur propre adolescence et la manière dont ils ont traversé à l'époque cette triple épreuve de confrontation à l'énigme de l'existence, alors même que la parentalité est venue à un moment donné comme une solution subjective. L'adolescence est, à l'occasion de la mort de l'enfant, le lieu et le temps où la parentalité est révélée dans sa dimension de fiction subjective au moment où elle n'opère plus comme telle. L'homme et la femme survivront-ils au père et à la mère? Que l'enfant devienne adolescent, c'est un soulagement pour certains.
Assurément. C'est radicalement une impasse subjective pour d'autres, assurément. Mais c'est l'occasion d'un certain désarroi toujours. La soustraction de jouissance qu'impose la perte de l'enfant convoque l'aptitude des parents à être quoi? Eh bien, convoque l'aptitude des parents à être adultes. Là où une subjectivité inévitablement manquante ne peut plus divertir son malaise en satisfaisant son désir, comme cela fut le cas jadis, dans une parentalité magnifiée et un enfant idéalisé. Il s'agit d'être adulte. Telle est la difficulté d'être parent. La disparition de l'enfant crée un vide qui renvoie les parents à la fonction que l'enfant avait révélée par le fait qu'il manque. Qu'allons-nous faire de nous sans lui? Au sens d'une existence qui n'est plus indexée à la parentalité et qui est marquée par le manque à être que l'enfant venait déjouer. À la confrontation c'est bien ça. Et ça impose aux parents cette confrontation à la question de l'identité. Qui suis-je? Qui doit se redéfinir en tant qu'adulte, vieillissant, mortel. On peut se divertir en attendant. Non plus en tant que père ou que mère, cultivant leur jeunesse, ayant cultivé leur jeunesse par procuration. Les parents destitués de leur pouvoir parce que dépossédés de leur faire-valoir se trouvent convoqués à un travail de renoncement au rapport d'emprise qui caractérisait jusqu'alors tout à la fois une position subjective et un mode de relation à l'enfant. Aussi, l'engagement du processus adolescent suppose-t-il, de part et d'autre, l'aptitude à un certain courage dans la traversée parallèle d'une épreuve de deuil, sans espoir de retour, de retrouvailles, si ce n'est peut-être à la fin de la vie où, après avoir passé toute son existence d'adulte à essayer de se débarrasser de ses parents, on vous les recolle sur le dos en vous flattant d'être aidant familial. Tel est le prix à payer d'une nouvelle naissance et d'un nouveau rapport entre les générations. Petite vignette clinique, certains la reconnaîtront, je l'aime bien cette vignette clinique, c'est Madame X qui m'est adressée alors que son fils de 15 ans vient de faire une petite tentative de suicide. Il s'est coupé les veines, faute de pouvoir couper autre chose sans doute. Il tire la sonnette d'alarme de cette manière-là, c'est assez bien entendu. Non pas comme un trouble, mais comme un symptôme. Ça a du sens. Et sa mère m'est adressée, enfin bon, je la rencontre. Elle se plaint, ce qui est un bon début. Moi, je trouve que les parents qui se plaignent, c'est déjà un bon début. Elle se plaint de quoi? De ce que son enfant devenu grand ne soit plus là à la place où elle l'attend. Et qu'il a bien voulu occuper jusqu'à 15 ans à peu près. Mais là, c'est plus possible. Alors je lui demande un exemple. Enfin, il n'est plus là à la place. Quelle place? Eh bien, il ne veut plus le petit câlin du matin ni le petit câlin du soir. Je compatis à sa peine, par principe. Je relativise cependant l'intensité du dommage. Il a 15 ans. Mais vous savez, autant que moi, que l'intensité d'un dommage est toujours subjective, subjectivement vécue, et sans rapport avec la raison. Elle souffre, et elle pleure de cette souffrance-là. Et elle m'interpelle. Monsieur Koum, que voulez-vous que je fasse de tout cet amour que je ne peux plus lui donner? Votre mari? Je l'avais oublié, celui-là, me dit-elle. C'est un remariage. Michael, c'est son prénom. Michael, ça fait très longtemps, donc il y a prescription. Michael est le fils survivant d'une première union avec un homme violent, décédé de violent à la coup de carabine. Hein. Enfin, c'est pas de la gnognotte, c'est du sérieux, ce truc. C'est pas CSP+, hein, faut pas croire. Et elle s'est soutenue de cet amour pour cet enfant, qui est le deuxième d'une fratrie dont l'aîné s'est déjà envolé. Il reste Michael. Michael n'est pas de retour, il est là. Et elle a d'autant plus investi, occupé, colonisé en quelque sorte, qu'il s'y est prêté d'une certaine manière, vraisemblablement conscient du dommage qu'il allait infliger à sa mère en partant, mais quand même insupportable dépendance. Arrivé à un certain âge, il veut se couper d'elle.
Et elle l'a d'autant plus investi que son mari actuel, celui dont elle a oublié l'existence au moment où elle me parle de son fils, n'est pas toujours là, il est plutôt sur les routes de France, dans son camion, il est camionneur, et puis quand il est à la maison, il calme ses troubles psychiques avec un fer à repasser brûlant, parce que quand même ça le calme bien. Oui, c'est ça, ce à quoi on a affaire. La clinique transférentielle, il faut la clinique transférentielle. La clinique transférentielle a permis à cette mère de se soutenir un certain temps, une petite quinzaine d'années quand même. Enfin, quand on s'engage, il faut s'engager. D'une conversation, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, avec le psy que j'étais, il se trouvait que c'était moi, le temps d'élaborer un deuil et de trianguler son rapport à l'enfant, à son fils, de trianguler son rapport à son fils. On en est là, toujours, en quelque sorte. J'ai reçu Michael une seule fois, à la demande de sa mère. Enfin, il a demandé à sa mère de venir me voir. Il avait 18 ans, j'ai rencontré sa mère, il avait 15 ans. À 18 ans, il demande à venir voir le psy qui parle tant avec sa mère, sans doute dont sa mère lui parle tant. Qu'a-t-il à dire? Exception qui confirme la règle. Je ne le recevrai pas une nouvelle fois. Je veux m'assurer, monsieur Koum, que vous ne croyez pas tout ce que dit ma mère de moi. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, l'enfant dont votre mère parle est un enfant imaginaire. Je ne lui ai pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Deuxième chose, mais c'est moi qui le lui dis, ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir tranquille, je m'occupe de votre mère. C'est ça l'engagement, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ça se fait, troisième point, dans un certain contexte culturel. Le passage à l'âge adulte creuse un entre-deux générationnel qui fait le lit d'une transmission dont la dialectique oppose deux excès. La reproduction, vraiment au sens bourdieusien du terme, reproduction d'un ordre social qui précède, où finalement les places, les rôles, l'expérience vécue, eh bien, relèvent d'une assignation, d'une prescription. Il y a là une obligation de soumission à un ordre social, mais en même temps une certaine sécurité. On sait qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce qu'une famille, etc., etc. Il y a là, du côté des parents, quelque chose qui nourrit un fantasme de reproduction de soi dans l'adulte. L'aliénation y est totale, y compris parfois jusqu'au meurtre, réel ou symbolique, de aliénation totale de la génération qui vient à celle qui précède. Meurtre réel, par exemple, dans les guerres, quand on en voit toute une génération de jeunes hommes se faire tuer, dit-on, au champ d'honneur. Donc, la reproduction du même, de génération en génération, et l'invention de soi-même dans un rapport tout à fait disruptif d'avec la génération d'avant, où là, la liberté acquise se paie du prix de l'angoisse. Et peut-être que s'y ancre un fantasme infantile, mégalomaniaque, d'auto-engendrement. Quelque chose de l'ordre d'une émancipation totale qui fait rupture d'avec une histoire longue. Pas de passé. L'histoire commence avec soi. Et seul le moment présent compte, donc pas d'avenir. En fait, n'y pensons pas à l'avenir. En conséquence de quoi, il n'y a pas d'histoire, croit-on. Le social constitue le cadre culturel qui va réguler cette dialectique, reproduction-invention, en la faisant pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Je ne reviendrai pas sur ce que Irène Théry... Il faudrait que je mette mes lunettes, je ne vois pas. Je ne reviendrai pas sur ce que Irène Théry a dit, ce qui va me faire gagner 3 petites minutes, mais quand même, opposons, si vous voulez bien, classiquement, même si c'est un petit peu caricatural, une organisation traditionnelle de la dynamique familiale à une organisation dite moderne de la dynamique familiale. Là où la loi collective répond pour chacun d'un certain ordre social, qui dit qui est qui dans la famille, qu'est-ce qu'être père, qu'est-ce qu'être homme, femme, etc., qu'est-ce que devenir homme, qu'est-ce que devenir femme, ordonnant les rapports entre les genres et entre les générations selon des usages régulés par la loi, eh bien cela permet d'inscrire tout un chacun dans une feuille de route qui est écrite à l'avance, à suivre. La partition à jouer et l'instrument à utiliser est donné,
selon qu'on est homme, femme, ouvrier, paysan, breton, basque, etc., etc. La soumission est le prix à payer à ce que d'aucuns ont pu tirer quelques profits sur le mode d'une sécurité. La soumission apporte finalement une forme de sécurité. Mais nous l'avons remise en question, cette soumission, fort justement, ce fut un progrès assurément, et la libération des mœurs fait écho à celle des individus, quoi qu'on dise, qui contestent le désir de chacun, qui contestent que le désir de chacun et de chacune soit indexé à la loi pour tous. Il me semble que le rêve, la modernité réaliserait, c'est une utopie, idéalement le rêve des Lumières d'une existence où le jeu, conscient, éclairé, raisonnable, triompherait de la soumission au maître, au Père, à Dieu, pour être l'auteur de son propre destin. Nous avons opposé à ça que la partition existentielle ne soit plus écrite à l'avance, chacun devant en être l'auteur sur le mode de l'improvisation, de la création, de l'invention de soi, et donc de la délibération, ce qu'Irène Théry appelait tout à l'heure la conversation, mais délibération avec soi-même et délibération avec l'autre, conversation avec soi-même, conversation avec l'autre. Là où la loi collective fait référence, le désir sert alors de boussole et l'objet de satisfaction indique la direction à prendre. Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'être homme, femme? Il y a une liberté acquise qui est acquise sur un dogme par trop aliénant, une subjectivité étouffée et qui permet de réaliser un rêve d'émancipation. Il y a un prix à payer de ça, pour les hommes, pour les femmes, l'insécurité que toute liberté génère quant à savoir en faire bon usage, renforce une responsabilité assumée seule, c'est le cas pour les parents le plus souvent, et génère une angoisse que la loi, les usages et la codification des solidarités régulées bordaient. La famille, dit-on, n'est plus institutionnelle, ou disent les sociologues, n'est plus institutionnelle, elle est affective, affiliative, contractuelle. Je ne vous citerai pas les sociologues qu'il ne faut pas lire. Lisez Irène Théry. Cette famille, idéalement, imaginairement, affective, affiliative, contractuelle, comme si tout était possible en matière des liens d'agencement, en matière d'agencement des liens et des rapports généalogiques, risque de méconnaître l'hétérogénéité radicale des axes qui structurent le rapport entre les liens d'alliance et les liens de filiation. Cette structure-là, anthropologique, est universelle, est un incontournable. Et c'est à partir de la psychopathologie infantile, on a la clinique de la théorie qu'Irène Théry fait, c'est à partir de la psychopathologie infantile que nous avons pu dire quelque chose de ce qui, en matière de liberté acquise sur le dogme, pouvait mettre en difficulté un enfant dans son passage à l'âge adulte. Et ça permet, par expérimentation in vivo, si j'ose dire, de dire quelque chose d'une limite anthropologique à ne pas dépasser. Elle tient, cette limite, moins à la configuration familiale, peu importe la forme, finalement, elle tient moins à la configuration familiale qu'au respect de cette structure humaine sur laquelle la pathologie nous renseigne. 3 scénarios pathologiques qui nous renseignent sur quelque chose à respecter, finalement, la toute-puissance, ou l'excès d'emprise qui aliène l'enfant à ses parents durablement, exagérément durablement, prolongeant la dépendance, la possession, l'absorption de l'enfant sur le mode de « je fais de toi ce que je veux » et qui compromet toute possibilité d'émancipation. Ça fait des dégâts qu'on fait. Family Life, il faut regarder, quand on s'occupe d'adolescents, il faut re-regarder le film de Ken Loach, Family Life. Autre forme de scénario funeste, le partenariat qui précipite l'enfant dans une maturité prématurée, comme s'il pouvait consentir à être en relation avec un adulte sur le même mode que l'adulte. Le parent méconnaît alors l'écart générationnel et invite l'enfant à partager un lien d'égal à égal sur le mode de la complicité ou de la rivalité. On discute, on dialogue, on fait partenaire. Et quand on fait partenaire, éventuellement, on fait partenaire sexuel. Le film Mommy en est un bel exemple.
La parentification, troisième scénario, tout aussi irrespectueuse du temps de l'enfance, tout aussi irrespectueuse du temps de l'enfance, scénario où l'adulte, désemparé par lui-même, finalement, s'en remet à l'enfant quant à savoir ce qui est bon pour lui, l'adulte, l'enfant. Trois figures de l'incestualité familiale, vous les aurez reconnues. Le premier scénario, l'enfant ne peut pas se séparer. Les familles dites traditionnelles n'ont pas échappé à ce scénario-là. Nous en savons quelque chose. Dans les deux cas suivants, plus actuels, l'autonomie, voire la responsabilité de l'enfant sont convoquées prématurément. Il y a une tendance actuelle, sans doute, à faire appel à la responsabilité d'enfant ou à s'en remettre à la responsabilité de l'enfant au nom de ses droits, au nom de ses besoins, au nom de son désir, au nom de je ne sais pas trop quoi, où l'autodétermination, la liberté et l'autodétermination pourraient jaillir comme ça sans que l'enfant y ait été initié. Il me semble que la stratégie du renvoi de l'adolescent à lui-même participe de cet idéal-là, d'une autonomie possible. Alors qu'il est en recherche de points d'appui pour affirmer par identification et contre-identification une identité naissante, l'adolescence est renvoyée à un vide de sens, à un je ne sais pas, qui se part des plumes du pan de la neutralité bienveillante, d'une laïcité mal interprétée, car pas interprétée du tout, d'une démission qui ne dit pas son nom. Pourquoi je raconte ça? Je l'illustre par cette anecdote. Il se trouvait que j'accompagnais une équipe d'éducateurs de prévention, travaillant donc dans un quartier non plus difficile, mais prioritaire pour la politique de la ville, ce qui revient à peu près au même. Eh bien, ils me disaient, ces éducateurs, un peu interloqués, bon sang, pas bon Dieu justement, bon sang, l'imam a plus de succès auprès des adolescents que notre offre d'écoute. Ah, formidable. Quand un adolescent, leur demandais-je, vient vous demander « Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ?» Qu'est-ce que vous répondez? Oh ben nous, on ne répond pas, on est neutre, c'est la laïcité. L'adolescent est renvoyé à un vide de sens, à un je ne sais pas qui se part des plumes du pan de la neutralité bienveillante, d'une laïcité mal interprétée, car pas interprétée du tout, d'une démission qui ne dit pas son nom. Bon, il vaut mieux ne pas être trop sans ressources psychiques, culturelles, économiques face à la difficulté moderne d'être. Là où consentir, se soumettre à une condition mon gré mal gré était la ressource humaine requise, il s'agit aujourd'hui d'être apte à la délibération avec soi-même et avec l'autre afin de choisir sa voie. Mais pas seul. Encore faut-il qu'un soi-même et qu'un autre se soient constitués comme tel. L'autodétermination ne vaut que s'il y a une forme d'autonomie déjà un petit peu acquise. Les sujets en formation que sont les adolescents prennent de plein fouet cette vague qui leur fait brutalement et sans recours devoir affronter la conscience de l'insoutenable légèreté de l'être. Bien sûr, on nous dira que... Il me reste 2 minutes. Bien sûr, on nous dira que les adolescents de nos consultations ne sont pas représentatifs de la population adolescente. Il y a en effet aussi ceux qui s'hypnotisent sur leurs écrans, s'enivrent dans l'alcool, disparaissent à eux-mêmes dans les croyances sectaires, voire extrêmes, s'exténuent dans le sport ou dans le travail, se consolent sur leur console, brisent leurs soucis à grand renfort de toxiques, légaux ou non, les légaux n'étant pas les moins dangereux. Ils restent sans voix, parce que sans attention accordée à leur désarroi masqué. Personne n'entend que leur trouble est un symptôme et que tout symptôme n'est pas seulement une solution, il est aussi et surtout une provocation, c'est-à-dire littéralement un appel à l'autre, un appel provocaré, un appel à l'autre. Tout le monde n'a pas le loisir de métaphoriser son mal-être en passant des heures à attendre la vague sur laquelle surfer, c'est-à-dire que l'occasion se présente pour prendre son envol. C'est sans doute la fonction principale de l'université. Je regrette que mes collègues enseignants, dont je suis d'ailleurs, ne le prennent pas suffisamment en
considérations. Je vous passe la question de la clinique des comportements suicidaires, quand même, qui pourrait tirer profit de telles considérations. Il faut encore une fois lire et relire Camus et en tirer quelques enseignements. Qu'est-ce qu'il dit Camus face à la conscience de la vanité de l'existence? Deux solutions. Le suicide, question philosophique par excellence, laissons ça pour plus tard, et deuxièmement, la révolte. La révolte dont les formes sont évidemment multiples. Il me semble que si vous êtes là et si je suis là, c'est que nous avons opté pour la révolte. Mais contre qui? Contre quoi se pose comme question l'adolescent? Et la clinique des comportements suicidaires, me semble, pourrait tirer quelques enseignements de ça. Face à un vécu d'impasse existentielle du fait d'une émancipation psychique impossible, par excès d'investissement ou par insuffisance d'investissement parental, eh bien, cela conduit inexorablement certains adolescents à ne voir d'autre issue au salut de leur âme que celle fatale de la fin de la vie de leur corps. Aussi le travail psychique, et je finis avec ça, le travail psychique que la psychopathologie transférentielle permet à l'adolescent de faire participe de cette traversée de l'épreuve. Il ne la fera pas seul. Il sera sans doute nul doute favorisé, ce travail psychique de la psychopathologie transférentielle, par un travail en parallèle avec les parents dont on a l'expérience qu'ils s'apparentent le plus souvent à un travail d'accompagnement du deuil. Et tout compte fait, me semble-t-il, ceux parents ou adolescents qui parviennent jusqu'à nos consultations ont finalement un peu de chance. Conclusion. L'adolescent renvoie le parent à sa condition d'adulte, homme ou femme, et à comment il a, en son temps, traversé l'épreuve de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Le parent, et par extension quiconque s'occupe d'adolescents, donne l'exemple de ce qu'être adulte veut dire. Exemple et non pas modèle, mais exemple quand même, à partir de quoi il peut étayer sa manière singulière, l'adolescent, à partir de quoi l'adolescent peut étayer sa manière singulière de répondre à la question de qu'est-ce que devenir adulte veut dire, c'est-à-dire, pour reprendre la belle expression de Philippe Lacadet, que Philippe Lacadet emprunte à Rimbaud, à partir de quoi il peut trouver sa formule, pas à partir de rien, à partir d'exemples. Accessoirement, cela renseigne sur ce qu'être parent veut dire. Être parent veut dire n'être pas tout parent. D'où l'on peut tirer quelques enseignements, au moins un, celui-là, il me tient à cœur, le contresens à ne pas faire lorsqu'on parle aujourd'hui d'aide à la parentalité, ou ce qui serait plus juste, de soutien de la fonction parentale, soutien de cette structure qui organise les liens entre les générations et entre les liens d'alliance et les liens de filiation. Qu'est-ce que c'est que l'aide à la parentalité? Cultivons le paradoxe jusqu'au bout. Accompagner la crise parentale dont l'adolescence de l'enfant est l'occasion invite à réhabiliter l'adulte dans le parent. Aider le parent revient alors à soutenir qu'être parent d'adolescent, ce n'est pas être tout parent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va prendre des questions. On n'est pas en retard, mais pas complètement trop en retard. Donc s'il y a quelques questions dans la salle, elles sont les bienvenues.